Cher lecteur, bonjour. La fête d'Halloween est une très ancienne fête celtique, Samin, dont le nom actuel est une déformation d'une expression anglaise désignant la veille de la Toussaint. Beaucoup des rituels modernes associés à cette fête, les citrouilles creusées pour y installer une lampe, etc., sont liés à l'arrivée massive d'immigrés irlandais aux États-Unis au XIXe siècle. C'est aux États-Unis que la fête d'Halloween, telle que nous la connaissons, est née, et c'est aux États-Unis également qu'est apparue une mythologie horrifique autour de cette fête. Enfin, c'est bien des États-Unis qu'est arrivée la grand-messe commerciale associée à cette fête, où le monde des vivants et celui des morts s'entrechoquent à l'occasion du changement d'année celtique. À l'occasion d'Halloween, je vous invite à redécouvrir le seul vrai roman d'horreur que j'ai écrit, avec une cible plutôt post-adolescente. Il s'agit de Les Liens du sang, qui se déroule dans la région de Morbourg et a d'ailleurs quelques liens avec la saga policière Les Ombres de Morbourg. Je vous invite maintenant à assister à la scène de bascule de l'intrigue, quand les méchants qui ont enlevé les 4 héroïnes vont avoir une petite surprise. Carole fut réveillée par un cri strident, un cri de petite fille en détresse. Elle redressa la tête, lourde comme après un lendemain de cuite. C'était Amélie Lorcher qui avait crié. La petite rousse était assise contre un mur, les yeux exorbités d'horreur, tandis que l'un des hommes était en train de lui écarter les grandes lèvres avec les doigts. « Celle-ci aussi est vierge, bien entendu, » diagnostiqua-t-il. Maintenant qu'elle était réveillée, Carole commença à regarder où elle était. Les 4 adolescentes étaient assises l'une à côté de l'autre, le dos contre un mur de pierre, les mains attachées dans le dos, les pieds liés par des chaînes. Surtout, elles étaient nues. Face à elles, les 4 hommes qu'elles avaient rencontrés sur la falaise. L'un d'eux était à genoux et venait visiblement d'examiner les 3 filles autochtones. Les 3 autres, dont le plus âgé, qui semblait être le chef, étaient debout et faisaient cercle autour des filles. Sur la falaise, leur tenue était classique, du genre sportswear de haut de gamme. Mais ici, ils revêtaient une sorte d'aube blanche sans aucun signe distinctif. Ils étaient pieds nus et semblaient même ne rien porter sous leur... aube. « Parfait, déclara le chef. Sans doute également à cause du cri strident d'Amélie, Lucie et Laure s'étaient réveillées. Elles avaient eu, chacune leur tour, leur petit cri d'horreur. Les 3 filles autochtones tentaient de se libérer les mains en gigotant. Carole, elle, avait tenté d'écarter ses mains une seule fois, avant de reconnaître la morsure caractéristique des menottes sur ses poignets. Inutile de se faire mal. Elle regarda autour d'elle et constata qu'elle était dans une grande cave entièrement recouverte d'une bâche de plastique blanche. Dans un coin, on voyait une pile de vêtements. Elle reconnut ceux portés par la bande de filles. On les avait déshabillées ici même, et on avait jeté les vêtements comme des épluchures. « Je crois que toutes nos invitées sont réveillées, » déclara l'un des hommes debout. Le chef confirma. « En effet. Mesdemoiselles, il est inutile de vous agiter. Vous vous feriez mal tout à fait inutilement. Vous êtes menottées, et vos chevilles sont également entravées par des chaînes d'acier. Par ailleurs, l'endroit où vous vous trouvez est isolé au milieu d'une vaste propriété. Crier est donc tout à fait inutile, mais nous casser les oreilles pourrait nous mettre de mauvaise humeur. Bien entendu, en admettant que vous arriviez à vous libérer, la seule porte est solide et fermée à clé. Nous aurions largement le temps de vous rattraper et de vous faire regretter votre exploit. » L'homme qui était à genoux se releva. Les 4 hommes faisaient donc désormais face aux 4 jeunes filles. Celles-ci ne se débattaient plus, ayant admis l'inutilité de la chose. Mais elles regardaient, hagardes, haletantes et les yeux humides, leur tortionnaire. La plus calme, peut-être la plus désespérée, était Carole. Le chef reprit la parole. « Messieurs, nous commencerons évidemment par les vierges et nous terminerons donc par Carole Colbosc. Pour le deuxième rituel, puisque nous avons pléthore, nous pourrons disposer chacun d'une vierge dans l'ordre de notre ancienneté, à l'exception du plus jeune d'entre nous, qui devra se contenter d'une non-vierge. Mais déjà, c'est pour le moins une agréable surprise puisque nous ne pensions ne disposer que de la non-vierge. Les 3 vierges constituent donc un bonus tout à fait appréciable et une excellente opportunité. » « Oui, vénérable, » répondirent les 3 autres hommes. « Comme je suis le plus ancien et le vénérable de cette loge, je vais choisir pour commencer la blonde. » Lucie Anco n'eut pas le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Les 4 hommes s'étaient emparés d'elle, chacun la prenant par un membre, qui une épaule et un bras, qui une jambe. Elle tenta de se débattre, elle hurla des noms « laissez-moi ». Bientôt, elle fut installée sur une sorte de table, comprenant des poutrelles à chacun de ses coins. Un collier de cuir fixé sur la table fut passé autour du cou de la jeune fille, puis une courroie similaire au niveau du bassin. L'homme le plus âgé, qui avait été désigné sous le terme de vénérable, prit un trousseau de clés. Il détacha les jambes qu'un de ses acolytes immobilisa, tandis qu'il lia celles-ci, écartées, à chacune des 2 poutrelles appropriées à l'aide de 3 colliers de cuir répartis sur la longueur du membre.
Les bras furent traités de la même façon. Contre le mur, les 3 filles restantes étaient tétanisées d'horreur en regardant la scène. Elles n'osaient plus crier, pleurer ou même s'agiter. Le vénérable caressa les poils pubiens, puis la poitrine de Lucie Anco. Il commenta simplement « Jolie fille, pas de doute. Nous avons vraiment de la chance, surtout moi. » La table bougea, se soulevant et retombant sur le sol avec un bruit sourd. « Eh bien, être ainsi capable de bouger l'autel alors qu'on est lié, quelle énergie !» plaisanta l'un des autres hommes. Mais Carole avait bien vu que tous les pieds s'étaient soulevés en même temps. Quand on s'agite, on ne peut que faire basculer un meuble auquel on est attaché, une chaise par exemple. On prend appui sur un côté pour soulever un autre. On ne peut pas ainsi soulever entièrement le meuble d'un bloc. Le phénomène se produisit pourtant une 2e fois devant ses yeux. Les hommes n'avaient rien remarqué, obnubilés par la vision de Lucie Anco nue. « En place, messieurs, ordonna le vénérable. » Chaque homme se plaça à une extrémité près d'une main ou d'un pied. Le vénérable se retourna pour se saisir de 4 bistouris. Il en fit la distribution, en gardant un pour lui-même, et reprit sa place. Au signal du vénérable, les 4 hommes s'agenouillèrent. Le vénérable prononça alors des paroles rituelles qui étaient répétées par les 3 autres. « Par le sang et par la vie, que le sang de cette créature nous donne la vie. » Lucie Anco hurla, désespérée. « Non, ne faites pas ça, je vous en prie, non !» Les 4 bistouris se plantèrent en même temps dans les poignets et les chevilles de la jeune fille. Du sang gicla. 4 bouches d'hommes se posèrent sur les 4 plaies et burent goulûment. « Oh mon Dieu !» susurra Amélie Lorcher. Combien de temps les lèvres des 4 hommes restèrent-elles collées aux plaies aux membres de Lucie Anco? Une éternité pour les jeunes filles. Quelques brefs instants, plus probablement. Lucie Anco cria un puissant non qui retentit dans toute la cave. L'autel se souleva de près d'1 mètre du sol, horizontalement, avant de retomber, produisant un son sourd accompagné du craquement du bois de plusieurs pieds. Toujours à genoux, les 4 hommes s'étaient reculés, soudain en proie à une peur si violente qu'elle irradiait dans tous les traits de leur visage. Puis, ensemble, ils poussèrent un petit cri et s'effondrèrent. Ils avaient perdu connaissance. Leur corps était juste là, allongés n'importe comment autour de l'autel. Plusieurs se tenaient la gorge avec leurs mains. Lucie Anco respirait fort. Elle pleurait. Les autres filles l'entendaient. Elle restait assise, abrutie par la scène. Puis elles entendirent leur amie se parler à elle-même. « Je dois me concentrer. Je dois me concentrer. » L'autel se souleva encore et s'effondra sur le sol. Mais il était solide. Il fallut recommencer, encore et encore, pour qu'enfin les pieds cèdent, pour que les poutrelles se brisent, pour qu'il ne reste plus qu'un tas de bois couvert du corps d'une jeune fille blonde qui pleurait.